Salut tout le monde, une petite vidéo improvisée sur un site où je fais des repérages parce que en fait il y a des grandes villes que j'aime dans le monde et depuis un moment je voulais faire des petits cours sur Scandaria, sur ces villes que j'aime. Alors les 3 villes que j'aimais le plus au monde c'était San Francisco, Kiev et Venise, et je me trouve à Venise en ce moment, mais sans évidemment mon appareil de tournage, je suis juste en repérage donc j'ai pas de micro, désolé, c'est pour ça que j'enregistre sur cet iPhone. Mais San Francisco, alors les fans hardcore le savent, avant j'avais une bague ici qui était en fait une bague d'épousailles concrètement, parce que j'avais épousé San Francisco, c'était en référence à une dame qui s'appelle Erika Eiffel, qui à la suite d'un trauma neurologique a eu un désordre, un trouble, et elle a épousé la tour Eiffel. J'ai trouvé ça très mignon, alors j'avais épousé à l'époque San Francisco, mais la politique de San Francisco, le délabrement, l'état actuel de la ville m'ont un petit peu fait déchanter. Et je dois dire que j'ai divorcé de San Francisco. Mais à l'époque, je m'étais donc acheté une petite bague que je m'étais mise au doigt sur le Pier 7 et j'avais épousé San Francisco. Bon. Donc, je vous ferai partager ma passion pour ces villes que j'aime dans d'autres vidéos plus expérimentales et puis surtout plus accessibles à tous. Pas des gros cours de 10 heures comme j'en fais sur Scandaria, des trucs un peu plus casual pour que vous puissiez partager ma passion de ces villes importantes. Et Venise, évidemment, est une ville très très chère à mon cœur. Maintenant, sur ce lieu, j'en profite pour faire un petit recadrage vite fait, mais franchement, c'est plus rigolo qu'autre chose. Parce que j'ai vu qu'ici et là, il y avait une petite troupe de youtubeurs racistes et putaclic, ou plutôt putaclic et racistes, je sais pas exactement lequel vient en premier, mais en tout cas, l'un et l'autre sont confirmables sans problème. Alors, j'ai décidé de les mettre à l'amende une petite dernière fois, mais j'insiste, c'est vraiment la dernière fois, parce que mon temps est précieux, que j'ai des clients importants et que je peux pas juste passer mon temps avec les responsabilités que j'ai à rectifier des amateurs, encore plus quand ce sont des escrocs putaclic racistes, faut être très très clair. Alors, voilà ce que je vais faire en fait. Je vais une dernière fois déclarer, pas rectifier, pas changer, déclarer la totalité de mon CV. Et je vais vraiment faire une relance au poker là. Je vais le déclarer sur l'honneur. C'est-à-dire que j'y vais là, boum, déjà, donc main droite, je le jure. Je confirme que la totalité des informations de cette vidéo et rétroactivement tout ce que je viens de dire, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, tout ce qui sera publié dans cette vidéo, je le confirme, je le jure, c'est une attestation sur l'honneur au regard de la loi. Alors, en France, une fausse attestation sur l'honneur, c'est 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Au passage, c'est pas la première fois que je fais une attestation sur l'honneur, et c'est pour vous montrer à quel point toute cette bande de harceleurs étranges est totalement... sont des escrocs, quoi, tout simplement. C'est que si vous allez sur ma fiche Wikipédia, fiche comme fichier S, eh bien, si vous allez dans la page de discussion, vous verrez que dès 2014, j'avais déjà attesté mon CV sur l'honneur. 2014, c'est... bien avant toutes les attaques, articles de presse du groupe Altis ou autres, et toutes les attaques possibles sur mon CV, j'avais déjà tout attesté sur l'honneur. Alors c'est marrant, il n'y a jamais eu d'attaque en justice, il n'y a jamais eu de plainte devant le procureur, de constitution de partie civile pour avoir fait de fausses déclarations sur l'honneur. Étrangement, tous ces chiens qui aboient, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de dents parce que légalement, ils n'ont pas été capables d'exploiter cette attestation sur l'honneur qui est vérifiable sur Wikipédia encore aujourd'hui et qui date donc de 2014, j'insiste. Évidemment, en 2016 aussi, j'avais publié la totalité des photocopies de mes diplômes, tout, mes relevés de notes, ce que vous voulez. Je suis le seul chercheur de France à avoir fait ça. Le seul, donc en matière de déontologie et d'intégrité, c'est très au-dessus de ces gens-là qui ne sont pas chercheurs pour commencer, mais même de certains chercheurs qui critiquent. Eh bien ça, Wikipédia refuse de le mettre. C'est-à-dire que si vous allez sur la page Wikipédia qui est censée me représenter et qui bien entendu ne me représente pas une seule seconde, eh bien vous verrez que si vous essayez d'éditer et de mettre ce fait vérifiable, que depuis 2016 déjà la totalité des diplômes, les photocopies de mes diplômes sont publiées sur mon site, eh bien Wikipédia l'effacera, vous empêchera de le mettre, évidemment. Alors, je vais donc tout rappeler sur l'honneur et vous refaire mon pédigré parce que j'ai pas une seule seconde à en rougir. Alors après un bac scientifique, je me suis inscrit, mention bien le bac pour la petite histoire, je me suis inscrit à l'université d'Orsay, donc qui a été rebaptisée Paris-Saclay, en doc de biologie que j'ai eu mention très bien et j'étais dans le top 1 ou 2% de ma promo de 330 élèves selon comment on compte les coefficients des options. Je préparais le second concours de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, bien entendu, il s'appelait FS. Malheureusement, donc je me levais tous les matins à 5h du matin pour faire des exercices corrigés pour préparer ce concours.
Malheureusement, l'année où je le passe, boum, ce concours est fermé, sans autre forme de procès, aux élèves de fac, sauf à ceux qui font médecine, mais comme je ne faisais pas médecine, il m'était fermé. Qu'à cela ne tienne, je suis rentré sur dossier à l'école normale supérieure, concours sur dossier bien entendu, on appelle ça techniquement un concours sur titre, 7 lettres de recommandation, et j'ai donc été admis en prédoctorant de biologie à l'école normale supérieure. Il faut savoir que l'école normale supérieure ne remet pas de licence, par exemple, ou de master, peut-être que ça a changé, mais à mon époque, elle n'en remettait pas. Donc, ma licence a dû être mise par l'université Paris 7, si ma mémoire est bonne. J'étais pas très heureux à l'école normale supérieure, c'est un problème qui touche beaucoup de grandes écoles. Et donc, je suis parti en année sabbatique, en année de césure, mais j'ai été invité précisément comme visiting scholar de l'université de Stanford dans le département de mathématiques par le professeur Solomon Pfefferman qui était pris choc de logique. C'est toujours une attestation sur l'honneur, tout ça. Et donc, j'ai donné 3 conférences plénières durant ce séjour. J'ai rencontré des chercheurs du Cosmetsky Global Collaboratory qui m'ont d'ailleurs invité ensuite comme chercheur affilié. Donc, je suis resté affilié à Stanford et à ce KGC de Stanford, qui est évidemment un centre de recherche de plein droit de Stanford. J'ai vu que certains incompétents avaient dit que c'était un truc détaché, pas du tout. C'est un centre de recherche de Stanford. Et ce centre, j'y suis resté affilié pendant 7 ans. Alors, poursuivons, donc, entrée, alors ça c'était, j'insiste, à 20 ans, mais juste avant j'avais fait un stage à Cambridge, payé, j'étais considéré comme suffisamment important pour le laboratoire de Brian Moore, sommité mondiale en psychoacoustique, pas besoin de le préciser, tous les gens qui font de la psychoacoustique savent qui est Brian Moore, eh bien j'ai été son stagiaire en psychoacoustique et donc j'ai été cité co-auteur dans un article du Journal of the Acoustical Society of America, le JASA. Et ça c'était à 20 ans, en fait juste après mes 19 ans. Je venais de fêter mon anniversaire, j'ai même commencé les travaux de stage quand j'avais encore 19 ans. J'avais d'ailleurs fait une publication à un comité de lecture à 19 ans à la CIEAM, Commission internationale pour l'étude et l'amélioration de l'enseignement des mathématiques, relue par les pairs bien entendu et par des professeurs prestigieux. Il faut savoir que cette commission a été créée par des gens comme Jean Dieudonné et Jean Piaget tout simplement. Donc c'est pas du tout un truc de rigolo. Maintenant, continuons. Alors, mon M1, je le fais dans le Cogmaster, ça c'est Normal Sup et EHESS. J'en ai pas du tout été satisfait, donc je suis parti en M2 dans le Master AIV de l'Université Paris-Descartes. Ça c'était toujours donc dans mes années Normal Sup. Et le Master AIV, précisément, c'était remis par la Faculté de médecine de Paris-Descartes. J'ai fait à cette période un autre stage en neurosciences sous la direction de Lauren Tyler. J'étais laborantin en magnétoencéphalographie, donc j'analysais des données de magnétoencéphalographie. C'est évidemment des neurosciences cognitives. Et puis, j'ai été stagiaire en neurosciences cognitives théoriques pour Boris Gutkin au Collège de France, donc j'ai bien été en convention de stage avec le Collège de France. Maintenant, sorti de ça, j'ai voulu faire l'armée, donc je suis officier de réserve de marine encore aujourd'hui. J'ai fait une préparation militaire supérieure d'Estiendorf et les officiers étaient exceptionnels, vraiment. L'officier supérieur qui nous encadrait était remarquable, les officiers de Mestrance qui nous encadraient étaient remarquables. J'ai rencontré des gens exceptionnels dans cette préparation militaire supérieure, à la suite de laquelle j'ai fait un doctorat de géopolitique dans de très loin l'école doctorale la plus exigeante de toutes les écoles doctorales où j'ai été inscrit. C'était le Centre d'études diplomatiques et stratégiques. Et quand je dis le plus exigeant, c'est simple, c'était évidemment en anglais. Mais en plus de ça, il y avait des examens. C'est-à-dire qu'il fallait valider des examens avant même de pouvoir défendre son doctorat, ce qui n'est pas le cas dans l'immense majorité des écoles doctorales. C'était évidemment une école doctorale privée, mais complètement accréditée. D'ailleurs, elle est accréditée ASIC et elle a tout un tas de conventions avec plein d'universités prestigieuses partout dans le monde, que ce soit au Royaume-Uni ou ailleurs, en Grèce ou autre. Mais au-delà de ça, des écoles doctorales privées, il y en a plein. En France, et il y en a aussi bien sûr aux États-Unis où elles forment la moitié des écoles doctorales. Ajoutons à ça qu'il y a plein d'écoles doctorales en France qui ne publient pas leurs thèses sur le fichier central des thèses, à commencer par les American Universities par exemple. Les American Universities, celles de Paris, ne publient pas au fichier central des thèses systématiquement les thèses qui ont été défendues. Donc les agitateurs qui ont mentionné ça savaient très bien qu'ils mentaient, qu'ils déformaient la vérité, qu'ils construisaient un récit qui n'avait rien à voir avec le réel, qui lui est toujours là et sera toujours là pour me permettre de faire de belles attestations sur l'honneur qu'ils ne pourront pas attaquer. Alors, le CEDS, donc, j'y ai fait une thèse sur la noopolitique dans le Great Game. Le Great Game, c'est le rapport de force autour des stans, donc Afghanistan, Turkménistan, Kirghizistan, Tadjikistan, etc. Et la noopolitique, c'est la géopolitique de la connaissance. Je suis le premier chercheur à l'avoir entièrement codifié. J'ai donc publié un code complet de la noopolitique qui a été publié chez Fondapol, et c'est difficile de publier chez Fondapol. Allez-y, essayez, vous verrez. C'est pas n'importe qui publie chez Fondapol.
seul. Et mon travail a été traduit, notamment en chinois et coréen. Donc ça aussi, bon courage. Certains des aboyeurs n'ont absolument pas le quart de ça sur leur CV. Maintenant, ajoutons à ça, oui, accessoirement, j'ai fait 9 TEDx. 9 TEDx, dont un qui a été hébergé par une entreprise privée, donc celui-là ne peut pas être publié parce que le TED interdit évidemment quand le TEDx porte le nom d'une entreprise, il ne peut pas être publié. En tout cas à l'époque c'était le cas. Et puis il y a d'autres TEDx qui ne sont pas encore montés, mais bon, j'ai fait 9 TEDx dans ma vie. Alors ensuite, après le centre d'études diplomatiques et stratégiques. Alors au passage, les profs étaient exceptionnels. Alors d'anciens généraux, d'anciens diplomates, j'ai eu des cours de Michel Rimbaud, excellent ambassadeur, de Don Carlos Carrasco aussi, ambassadeur remarquable et ancien ministre. Et vraiment, le niveau était très élevé. D'ailleurs, encore aujourd'hui, le taux de succès des thèses au CEDS est de l'ordre de 15 à 20%. Alors ça a peut-être changé, mais à mon époque, entre 15 et 20% des thèses allaient à leur terme. Donc c'était vraiment une école doctorale exigeante, difficile et de très loin la plus exigeante de toutes les 3 auxquelles j'ai été inscrite et où j'ai fini mon doctorat à chaque fois, bien entendu. Il a été dit que j'avais fait 3 thèses en 2 ans, c'est totalement faux. Le CEDS, je m'y suis inscrit en 2010, j'ai commencé ma thèse en 2010 et ma dernière thèse, celle de l'école polytechnique, a été soutenue en 2016, donc il m'a fallu 6 ans pour faire mes 3 thèses. Évidemment, c'est quand même une performance, j'ai travaillé comme un dingue, je faisais des journées de 14 heures sans aucun problème, mais bon, tous les gens qui travaillent avec moi savent que je suis un bourreau de travail et que, évidemment, les aboyeurs putaclic et racistes, eux, n'ont pas le quart de ma capacité de travail, mais c'est aussi pour ça qu'ils ont autant de temps à perdre. Alors ensuite, je me suis inscrit à l'Université de Strasbourg en thèse de littérature comparée, où j'ai fait une thèse sur les influences soufis dans la littérature occidentale. Là aussi, j'ai contribué profondément à l'état de l'art, d'ailleurs ma thèse le démontre sans aucun problème. J'ai, si vous cherchez des sources et des analyses sur les influences soufis chez T.S. Eliot, chez Edgar Poe, etc., vous verrez mes travaux. T.S. Eliot, qui est un des poètes majeurs anglophones du XXe siècle, faire une liste de ses influences, aussi bien d'ailleurs de ses convergences que de ses influences factuelles avec le soufisme, eh bien c'est mon travail qui l'a fait, et ça c'est très facilement vérifiable. Cette thèse a donc bien entendu été soutenue à l'Université de Strasbourg, et j'insiste, avec beaucoup plus de membres du jury que nécessaire. C'est-à-dire que si ça avait été une thèse de complaisance, par exemple, ce qui serait personne serait capable d'attester ça sur l'honneur. Je veux dire, vous verrez personne qui va m'envoyer une lettre bien signée de sa main qui l'engage en disant « j'atteste sur l'honneur que telle thèse d'Idriss Aberkane est une thèse de complaisance ». Je veux dire, soyez pas fous. C'est vraiment de l'esbrouf. C'est chien qui aboie, mais ne peut pas mordre parce que légalement, ils n'ont rien. Et en fait, c'est bien ça le problème, c'est qu'ils sont capables comme ça d'embrouiller et de mystifier des gens qui n'y connaissent pas grand-chose. Mais bon, pour aller devant la loi, il n'y a plus vraiment personne. Et c'est ça, si vous voulez, le problème de leur mystification. Et c'est pour ça que je fais cette rectification, pour bien les recadrer un bon coup. Alors, cette thèse, donc, elle a été complètement défendue, très bien. Il n'y a plus de mention maintenant dans les thèses, je pense que c'est tant mieux qu'il n'y ait plus de mention. Mais dans tous les cas, elle a connu un très grand succès et le rapport du jury le confirme. Maintenant, ensuite, je me suis inscrit à l'école polytechnique. Et là, j'insiste, il n'y a pas la moindre ambiguïté. J'ai été sélectionné par l'EDX, l'école doctorale de l'école polytechnique. J'ai encore les lettres de madame Alexandra Bellus qui le confirme et de madame Audrey Le Maréchal qui le confirme aussi. Les lettres qu'elles ont signées. J'ai aussi leurs emails, bien entendu. J'ai payé mes frais d'inscription à l'école polytechnique. J'en ai bien entendu été étudiant. Et même un obscur fonctionnaire dernièrement de l'école polytechnique l'a confirmé par écrit. J'ai un email où c'est bien confirmé. Je l'ai posté sur Twitter pour bien le rappeler. Mais au-delà de ça, cette thèse, elle n'est pas en sciences de gestion du tout. Elle est bien en neurosciences. Simplement, le laboratoire où j'étais inscrit, le CREA, fondé par l'immense neuroscientifique Francisco Varela, qui est une de mes idoles, a été dissous pendant ma thèse et il fallait que je sois inscrit ailleurs. J'ai donc aussi été inscrit au centre de recherche en gestion. Mais j'en ai donc été chercheur associé pendant 1 an. C'est toujours une déclaration sur l'honneur. Cette thèse a été pré-soutenue à l'école polytechnique, comme c'est nécessaire. D'ailleurs, si elle avait été à Paris-Saclay, il n'y aurait pas eu besoin d'une pré-soutenance. Elle a été pré-soutenue à l'école polytechnique. Le jury a bien écrit noir sur blanc dans son rapport de pré-soutenance qu'il s'agissait d'une thèse de neurosciences. D'ailleurs, il y avait Yves Burneau dans le jury, qui est un neuroscientifique et rien d'autre. Il y avait aussi le professeur Tiju, qui est en psychologie expérimentale. Pour la petite histoire, un autre neuroscientifique parmi d'autres qui s'appelle Stanislas Dehaene. Sa chaire au Collège de France, c'est pas neurosciences, c'est psychologie expérimentale, psychologie cognitive expérimentale. Donc tout ça, c'est de l'administration. Mais concrètement, c'était une thèse en neuroergonomie logicielle et n'importe quelle personne qui la lit, puisque celle-là est bien entendu disponible, ayant été défendue dans une école doctorale publique, eh bien peut vérifier que c'est une thèse en neuroergonomie appliquée
au logiciel. Bon, aujourd'hui, toutes les thèses de Polytechnique sont remises par Paris-Saclay. C'est normal, j'ai même voulu ça. J'ai attendu le mois de janvier 2016, qui était le début où les thèses seraient visées Paris-Saclay, parce que je savais très très bien qu'à l'international, en particulier dans le monde anglo-saxon, où le mot Polytechnique signifie un IUT, si vous dites j'ai fait un Polytechnique dans le monde anglo-saxon, ça veut dire j'ai fait un IUT. Je ne voulais pas que les anglo-saxons voient docteur de l'école Polytechnique. C'était uniquement un titre que j'ai rappelé parce que Polytechnique a merdé bien comme il faut et ils ont été contredits par la suite. Mais c'est tout. Je veux dire, dans le monde anglo-saxon, je voulais Paris-Saclay et j'en suis très fier. Mais soyons très clairs, toutes les thèses de l'école Polytechnique sont remises par Paris-Saclay. Je ne suis pas une exception. La totalité des docteurs de l'école Polytechnique ont un diplôme qui est visé par Paris-Saclay. Par contre, c'est vrai, avec toutes les sbroufs imbéciles qu'ils ont faites, ma thèse est devenue la plus téléchargée de l'histoire de l'école. Bon, c'est comme ça. C'est un peu une revanche parce que la vérité triomphe toujours. Maintenant, parlons un peu de recherche fondamentale. J'ai publié quand même dans une revue à comité de lecture qui s'appelle Mathématiques. Ça a été relu par 5 reviewers, pas 2, pas 3, comme c'est l'usage dans la plupart des articles, mais par 5 reviewers. Et cet article à comité de lecture, alors je l'ai dirigé en plus cette recherche, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs chercheurs, allemands, indiens notamment, qui ont été sous ma direction pour ce travail. Et c'est la première publication de l'histoire des mathématiques qui linéarise la convergence de Collatz. C'est juste ça. C'est-à-dire que vous allez à la figure 14 de cette publication et vous allez voir, boum, une belle droite où, pour la première fois, personne n'avait jamais publié ça avant, un algorithme que j'ai découvert permet de linéariser la convergence de Collatz, de montrer un comportement linéaire de la convergence de Collatz. Bon, c'est juste de la vraie recherche fondamentale. Bon, les chiens, les putaclics, les racistes, ils n'ont pas fait le quart de ça. En termes de recherche, ils n'ont pas le quart de ça. Et certains n'ont jamais publié le moindre théorème. Faut être très très clair là-dessus. Et en plus, ils ne peuvent pas comprendre cette publication. C'est ça qui est merveilleux. C'est que vous les regardez, ils sont incapables de piger une virgule de cette publication. Donc c'est assez marrant de les voir dire que je fais pas de recherche, alors qu'évidemment, c'est pas mon métier principal. Moi, je suis consultant international, donc j'ai des clients dans le monde entier. Et évidemment, c'est extraordinairement exigeant. Et ça ne me permet pas de passer mes week-ends à débunker de la bullshit à haut rendement. Parce qu'il faut comprendre un truc, la loi de Brandolini confirme que l'énergie nécessaire pour produire la bullshit est 10 fois inférieure à l'énergie nécessaire pour la réfuter. Donc quand eux, il y en a un, c'est même pas un des gars que je citerai là, mais c'est un ancien barman, honnêtement. Soyons sérieux. Bon, faites-lui lire mon article de mathématiques pour le fun. Juste demandez-lui, alors qu'est-ce que tu penses de tel théorème et de tel lemme? T'en penses quoi? Bon, mais ok, eux, ils peuvent. Je veux dire, c'est des retraités ou des chômeurs ou ce que vous voulez, mais ils peuvent. Moi, je peux pas. Et 1 heure de leur bullshit, ça nécessite 10 heures de mon travail derrière. Alors, pas tout le temps, il y en a, c'est une petite demi-journée, parce que c'est vraiment mauvais. Mais fondamentalement, ça va nécessiter 10 heures de mon boulot. Donc, je peux pas juste passer mon temps à faire ça. C'est pour ça qu'une bonne fois pour toutes, je rappelle ça au niveau légal. C'est-à-dire, je dis c'est très simple. La fausse déclaration sur l'honneur en France, la fausse attestation sur l'honneur, c'est 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Donc allez-y. Mais bon, ils y sont pas allés en 2014. Quand je faisais une attestation sur l'honneur dans la page de discussion de Wikipédia, ils y sont pas allés bizarrement, parce que ces gens-là n'ont ni honneur ni courage. Ce sont des mystificateurs, mais ils ne sont absolument pas capables d'assumer légalement les conséquences de leurs actes. Ils ne sont pas capables d'aller tout droit, de faire une déclaration sur l'honneur, Idriss Aberkan a truqué son CV. Une déclaration sur l'honneur, Idriss Aberkan a de faux diplômes. Une déclaration sur l'honneur, Idriss Aberkan n'a pas ses 3 doctorats ou c'est des doctorats de complaisance. Ils ne sont pas capables de m'envoyer une lettre comme celle-là. Parce qu'ils savent très bien que si jamais ils le faisaient, ils seraient morts, ils finiraient en prison. Donc, bon. Cette thèse de Polytechnique, c'est ma dernière thèse. J'avais donc 3 doctorats à 29 ans. J'étais bien visiting scholar de l'université de Stanford à 20 ans. J'ai bien été 7 ans enseignant à l'école centrale Supélec, donc l'école centrale Paris. J'y ai dirigé une 20aine de thèses de master spécialisés. Les masters spécialisés, c'est très exigeant, c'est au-dessus d'un M2. J'ai dirigé aussi une thèse de pharma. Donc j'ai bien entendu fait de la recherche, aussi bien dans cette direction de thèse que pour ces directions de master spécialisés. C'est de la recherche puisqu'il est clairement stipulé dans les textes officiels que ces travaux, ces thèses de master spécialisés doivent être originales. À la même période, j'ai effectivement développé un jeu sérieux en B2B. Bon, les aboyeurs savent pas ce que c'est B2B, mais ça veut dire business to business. C'est quand vous vendez votre jeu à une entreprise. Serge Choudoplatov peut en témoigner. Nous avons vendu ce jeu Keflo avec des bons de commande à plus de 6 entreprises dans le monde. Et ce jeu, je l'ai développé bien sûr à l'école centrale. D'ailleurs, il fait l'objet d'un chapitre de ma thèse qui est disponible en ligne et qui est entièrement vérifiable. Donc voilà, en toute simplicité, 3 doctorats à 29 ans, chercheur invité en mathématiques par un prix choc de logique à l'université de Stanford à 20 ans, resté chercheur associé
jusqu'à 27 ans, même plus. Je vous dis 27 ans, c'est minimum 7 ans, mais je pense que c'est 9 ans que je suis resté chercheur associé. Et puis, bien entendu, des publications à comité de lecture. Ma thèse en géopolitique, par exemple, a fait l'objet de plein d'articles dans la revue à comité, parce qu'évidemment, elle est relue par les pairs, International Relations. C'est une revue qui favorise les étudiants, c'est vrai, mais elle est quand même relue par les pairs. Et d'ailleurs, les articles sont simplement vérifiables. Vous allez dessus, vous voyez que certaines de mes analyses ont été totalement confirmées par la suite, notamment mon plus gros article, Brzezinski on the US Berezina, qui date de 2010 si ma mémoire est bonne, et dont la totalité des analyses ont été confirmées aujourd'hui, en particulier avec la débâcle américaine en Afghanistan. C'est quelque chose qui était parfaitement étudié dans cet article. Ajoutons à ça que j'ai aussi publié chez Springer, chez Sens Public. Sens Public est une revue à comité de lecture, évidemment. Et donc voilà, maintenant, Mathematics, pour juste le premier algorithme linéarisant la convergence de Collatz, jamais publié en mathématiques. Et ensuite, dans la revue Applied Mathematics, j'ai été co-auteur d'un article sur les systèmes dynamiques à base de rotation de nombres écrits en base 2. C'est une de mes spécialités, en fait, le caractère pseudo-aléatoire des conversions, des changements de base, la conjecture de Furstenberg et la conjecture de Collatz. C'est ce sur quoi je travaille le plus en mathématiques. Et donc, c'est pas tout à fait étrange que je publie là-dessus. Maintenant, évidemment, ce n'est pas mon métier à temps plein. J'ai eu la chance de faire un métier qui, il faut se dire les choses, payait beaucoup mieux et était beaucoup plus excitant intellectuellement et qui d'ailleurs avait un impact beaucoup plus grand, d'être face à des dirigeants d'entreprise un peu partout dans le monde, voire des chefs d'État ou des ministres. Et ça reste mon métier et je ne vais pas en changer pour faire plaisir à ces imbéciles, il faut être très clair. Par contre, je fais de la recherche, évidemment, à côté. Cette recherche est validée par les pairs et elle est originale, et ça va de soi. Donc voilà, ce petit tour d'horizon. Et on peut conclure sur un truc très simple. Moi, je vais plus répondre maintenant sur les questions de mon CV. Je vais juste plus répondre. Parce que après une déclaration sur l'honneur en 2014, que évidemment, tous ces mecs-là ont passé sous silence. Après avoir publié la totalité de mes diplômes sur ma page internet depuis 2016. Parce que évidemment, là aussi, ces intrigants racistes ont passé sous silence. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre ? À part cette déclaration sur l'honneur, qui sera, j'insiste, la dernière, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je la fais évidemment pas pour eux, je la fais pour vous. C'est-à-dire que si vous diffusez une de mes vidéos et quelqu'un vous dit « Ah non, mais Idriss, on n'est pas sûr », vous envoyez cette vidéo, vous dites « Écoute bonhomme, si tu crois vraiment qu'Idriss a menti sur son CV, va devant un juge. Il a attesté ça sur l'honneur. Si tu penses que la déclaration qu'il fait dans cette vidéo est fausse, t'as un boulevard. Tu peux condamner Idriss Aberkan à 15 000 € d'amende et à 1 an de prison. Fais-le, vas-y, fais-le. Bon, par contre, c'est comme au poker, faut payer pour voir. C'est-à-dire que si jamais t'es pas sûr de ton coup, dénonciation calomnieuse, c'est 5 ans de prison et 45 000 € d'amende. Alors, mais vas-y. Si vraiment t'as du courage, de l'honneur, de la suite dans les idées, si tu penses que tes déclarations peuvent aller jusqu'au bout, vas-y, fais-le. Et moi, finalement, c'est ça que je peux dire à tous ces déséquilibrés racistes, fondamentalement. C'est ça que je peux leur dire. Comme dirait l'inspecteur Harry. Go ahead, make my fucking day.